tous les rouleurs, merci de nous retrouver sur YouTube ou en podcast d'ailleurs pour cette nouvelle émission Roue Libre, l'émission vélo de FT Sport. Nous avons été secoués ces derniers jours, nous, la communauté du vélo, secoués évidemment par un homme, Mathieu Van Der Poel, qui a survolé les pavés mythiques de Paris-Roubaix, mais lui ne semblait pas du tout secoué par ces mêmes pavés, il semblait vraiment les traverser avec une facilité déconcertante. Nous allons bien évidemment en parler. Et nous avons été secoués aussi par des chutes, trop de chutes, des chutes marquantes, notamment sur le Tour du Pays Basque. Pour en parler, les amis, je retrouve un homme, sachez-le, qui ici paraît un homme calme, mais qui dans la vie de tous les jours et notamment sur un terrain de padel martyrise quelques raquettes. Mon cher Polo Arrière, comment ça va? Ça va très bien. Alors je ne sais pas d'où viennent tes sources, mais pour le coup c'est vrai que ce soit sur un terrain de padel, de basket ou de football, je ne suis pas quelqu'un de calme. Si un terrain de foot, ça va. Ça dépend quand même. Terrain de basket un peu plus, terrain de padel, là on est. Je suis très vite en tension quand ça se passe pas très bien pour moi ou pour mon équipe. Donc écoute, on n'ira pas plus loin là-dessus, mais écoute, je vais essayer de rester quelqu'un de calme pour la communauté cycliste. Tu es tout à fait capable de rester quelqu'un de calme sur un plateau et c'est là le plus important. Et en face de toi, Polo, bien évidemment, Robin Watrin, qui enfin est heureux que je prononce correctement, que je le respecte un minimum. Ouais, on a commencé à bosser ensemble il y a 2 semaines. Comment ça, mon Robin? Ça va très bien, très très bien. Tu sais que je lui ai fait la remarque aussi à Winamax dimanche où on était après Paris-Roubaix et il me l'a refait Vatrin. Il s'en fout. Il s'en fout. Mais là, c'est vrai que là j'apprécie. Ça l'intéresse pas. Là on est sur cet aspect du travail. Je fais un lobbying depuis quelques jours et je vois que ça porte ses fruits, donc je suis content. Allez, on va faire ça et voilà, faut continuer à en parler, ça va vraiment me rentrer dans la tête. Le sommaire, j'ai commencé à en parler bien évidemment. Mathieu Van Der Poel va occuper la première partie de l'émission parce qu'il a soulevé un deuxième pavé de Paris-Roubaix. Dans ce débat, on va se poser les questions. Pourquoi tant de chutes? Il y en a eu une énorme sur le Tour du Pays Basque qui a vraiment créé une polémique. En tout cas, aujourd'hui, on se pose des questions pour savoir s'il est possible qu'il y ait moins de chutes et surtout pourquoi il y en a autant. Et les bonifs, comme vous le voyez, Laurens Pitty, un homme de la Groupama FDJ, parce que nous allons parler de la Groupama FDJ, Laurens Pitty qui a fait un super Paris-Roubaix, Stephen Kung aussi, et on va aussi parler de Lenny Martinez parce que son contrat et son avenir font énormément parler dans la communauté vélo, les amis. Donc, on va passer une très belle émission qu'on va démarrer donc tout de suite avec Mathieu Van Der Poel. C'est parti. Mathieu Van Der Poel qui gagne donc un deuxième Paris-Roubaix, 6 monuments désormais pour le Néerlandais qui semblait absolument intouchable dimanche. Il nous a franchement impressionné. Paul, est-ce que tu as déjà eu cette impression d'un homme qui dominait autant son sujet et notamment sur Paris-Roubaix? Non, alors on a vu des démonstrations sur Paris-Roubaix. Je repense à Tom Boonen. On a vu des démonstrations de Peter Sagan aussi un peu plus récemment, ou même de Philippe Gilbert. Là, moi, c'est un tout en fait. Cette victoire de Mathieu Van Der Poel, ça commence avec lui, sa démonstration, sa stratégie. Ça va aussi avec toute son équipe parce que s'il la gagne, c'est aussi grâce au travail extraordinaire de Gianni Vermeersch et de Jasper Philipsen. Je pense pas que s'il n'avait pas été là, ces deux coureurs, que le résultat aurait été haut, certes, mais en fait, c'est un résultat collectif global extraordinaire et qui a été sublimé par la performance d'un Mathieu Van Der Poel qui n'a rien laissé à personne, qui n'a laissé aucune chance à personne. On s'en était amusé la semaine dernière en titrant sur notre émission pourquoi Van Der Poel ne gagnera pas Roubaix. On avait émis des hypothèses en parlant de Jasper Philipsen. Moi, c'était ma théorie que Van Der Poel allait peut-être jouer le jeu de Jasper Philipsen, et il aurait pu, parce que s'il avait décidé, c'est Jasper Philipsen qui aurait gagné à Paris-Roubaix, parce que c'était ça ce que je disais. Mathieu Van Der Poel allait décider de qui gagnait Paris-Roubaix et il a décidé de le gagner, et quand il décide de gagner une course en ce moment, c'est quand même difficile de le battre. Alors on va voir le top 10 du coup de Paris-Roubaix pour voir que Mathieu Van Der Poel a donc gagné devant son équipier Jasper Philipsen et Mats Pedersen en qui, Robin, on avait mis de l'espoir en tout cas pour essayer de bousculer un peu cette position d'ultra favori de Mathieu Van Der Poel, mais on a l'impression que Van Der Poel
sur cette épreuve de Paris-Roubaix, notamment sur les pavés, mais il est largement au-dessus des autres. Ouais, et il était aussi, il faut dire, dans une super journée. Il l'a expliqué à l'arrivée. Il était plus fort que l'année dernière sur Paris-Roubaix et il a comparé ça un petit peu au championnat du monde à Glasgow il y a quelques mois où il bat Pogacar, Van Aert et Pedersen. Il dit qu'il était dans ce type de forme-là. Son manager chez Alpecin a confirmé qu'il avait été bien plus fort à Paris-Roubaix qu'au Tour des Flandres. Donc ça fait quand même les deux acteurs principaux qui confirment cette thèse-là. Et forcément, on avait émis, Paul le dit, des hypothèses après le Tour des Flandres pour que Van Der Poel ne gagne pas Paris-Roubaix, sauf que s'il est dans cette forme-là, évidemment que ça règle le débat. Au Tour des Flandres, moi je l'avais dit, je trouvais qu'il n'avait pas été aérien. Il l'a dit lui-même, il l'a reconnu, il a dit qu'il n'avait pas fini top le Tour des Flandres. Son manager l'a dit. En gros, il a gagné, mais il y avait des circonstances. Bon, bah, à Paris-Roubaix, il a balayé tout ça. Là, il y a vraiment rien à dire. Pour le coup, il a été aérien. Comme quoi, d'une semaine sur l'autre, ça peut être très différent. Et oui, du coup, toutes les hypothèses qu'on avait émises pour expliquer pourquoi Mathieu Van Der Poel pouvait ne pas gagner à Roubaix ont été balayées. J'ai vu quelques commentaires sur la vidéo YouTube de la semaine dernière. Évidemment que le titre était un peu provocateur. Évidemment qu'on savait qu'il y avait quand même de grandes chances que Van Der Poel gagne Paris-Roubaix et qu'on s'exposait à quelques commentaires un peu piquants. Donc c'est le jeu, voilà. Mais bravo à Mathieu Van Der Poel. Et il est parti à 60 km de l'arrivée, Mathieu Van Der Poel. On va le voir. Ces coureurs qui ont eu l'audace de partir de si loin. La réalité, c'est que Mathieu Van Der Poel, lui, alors est donc parti. Aujourd'hui, c'est le deuxième coureur à être parti le plus loin. Il y a André Schmil qui est parti à 62 km de l'arrivée en 94. On voit aussi des gros noms du cyclisme moderne, on va dire, avec Tom Bonnen, Fabian Cancellara et Gilbert Duclos-Lassalle, 49 km et 46 km en 2010 et 1992. Mais ce qui est encore plus étonnant dans la perf de Mathieu Van Der Poel, Robin, c'est que il part dans Orchy à près de 60 km/h. On a l'impression qu'il n'est même pas sur des pavés, mais lui-même ne voulait presque pas partir seul à ce moment-là. Ouais, il dit j'ai pas fait exprès finalement de partir tout seul, j'ai accéléré mais j'avais pas prévu de m'isoler à ce moment-là. Mais ouais, on avait un Van Der Poel qui volait tout simplement sur les pavés et ça s'est vu tout de suite quand il part, on comprend que c'est l'attaque sans doute décisive, même si on va en reparler après, il y a un moment où les autres auraient peut-être pu réussir à s'organiser, à revenir, mais très vite quand même ça a plié la course et au final il y a tout dans cette victoire de Mathieu Van Der Poel parce que on a la sensation vraiment aérienne sur les pavés, on a le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, on a le doublé sur Paris-Roubaix 2 années de suite, on a le 3/3 d'Alpecin sur les monuments, on a le raid de 60 km, on a une avance de 3 minutes à l'arrivée qui là aussi le fait rentrer dans un cercle très fermé, donc voilà, il y a vraiment, il y a en plus le doublé avec le maillot de champion du monde sur les épaules, c'est l'accomplissement ultime sur cette campagne de classique flandrienne. Et Paul, on va voir du coup la déclaration de Mathieu Van Der Poel à l'arrivée qui a été finalement assez tranquille parce qu'il a tellement maîtrisé son art. À 60 km de l'arrivée, j'ai estimé que c'était le moment d'attaquer. Même si j'ai voulu durcir la course, je ne m'attendais absolument pas à être tout seul. Mais immédiatement, il y a eu un écart important. Alors j'ai continué. Et comme en plus j'avais le vent dans le dos, j'ai pu facilement conserver mon avance. Tu as évoqué tout à l'heure aussi la présence de ses équipiers. C'est un Van Der Poel au sommet de son art, mais tu as raison de le souligner, avec une équipe aussi qui a été des conditions qui ont été complètement en sa faveur. Tout a été en sa faveur. Bon, la première, et on le dit depuis 5 minutes, c'est lui-même, la manière dont il finit, avec l'état de fraîcheur qu'il a, que ce soit du visage, que ce soit les mains, on les a vus sur les réseaux sociaux là depuis 2 jours. Tu te dis que le gars, en fait, a fait une étape de plat du Tour de France dans laquelle il a passé sa journée en queue de peloton. Mais en fait, non, il a passé sa journée devant sur Paris-Roubaix, sur 260 bornes de pavés. Ça a aucun sens de voir l'état dans lequel il finit. Il est posé, il regarde son pote aller faire le sprint pour la 2e place. Ces images, elles ont vraiment aucun sens. Il est d'une fraîcheur assez incroyable à l'arrivée. Il était dans une journée de grâce, tout simplement. Et ça va pour lui, mais ça va aussi pour son équipe, avec Jasper Philipsen qui a fait de la patinette toute la journée dans la roue de ses adversaires, que ce soit Mats Pedersen, Stefan Kung et consorts sur la journée. Il y a Gianni Vermeersch qui a un réservoir d'efforts et d'attaque ou de contre-attaque inépuisable pour maintenir ce petit groupe de poursuivants dans la poche. Ce qu'a fait l'Alpecin de Koenig hier, ça n'a avant-hier, dimanche du coup, puisque ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, ça a aucun sens à quel point ils ont été forts et dominants. Il n'y a pas un mec qui a pas été bon, il n'y a pas un mec qui a pas rempli son rôle sur toute la journée. On se demandait avant les Flandriennes si Mathieu Van Der Poel, avec ce statut d'épouvantail, allait pouvoir gérer la course avec son équipe,
accepter le poids de la course et le poids d'être un épouvantail, un favori, bah en fait oui, la Alpecin de Koenig a été la meilleure équipe, toute équipe confondue, de cette campagne de Flandrienne. Donc bravo à Mathieu Van Der Poel, qui je pense aurait gagné quel que soit ce qui se soit passé dans son équipe, mais bravo aussi à son équipe qui a été au niveau du champion du monde. Alors, c'est pas pour leur, je veux pas leur retirer du mérite à Alpecin de Koenig. Ils ont fait, t'as raison Polo, une course super, même s'il y a eu un petit moment de flottement peut-être au moment où Gianni Vermeersch se retrouve devant avec Kung et Polit. Je suis pas si d'accord que ça, tu vois. Parce que bah, c'est pas prévu comme ça quand même. 80 bandes de l'arrivée, tu risques rien. Ouais, pour moi, tu risques rien. Et heureusement qu'il a les Lidl qui roulent, parce que sinon, c'est Mathieu Van Der Poel qui aurait dû rouler en personne, ou peut-être Philipsen, mais Alpecin aurait dû rouler en personne. Tu vas pas laisser partir Vermeersch. Donc c'est lui qui crée l'attaque, Vermeersch. Il est suivi par Kung et Polit. Tu te retrouves avec un trio devant. Il y a quand même un mec qui vient de faire podium du Tour des Flandres et l'autre qui est une pointure sur Paris-Roubaix depuis 2 ans. Et tu peux pas les laisser partir. Il y a jusqu'à 40 secondes d'avance. Et pour moi, c'est pas prévu, ce moment-là. Et on voit d'ailleurs Mathieu Van Der Poel, quand Vermeersch part, il parle à la radio, il va parler à Philipsen. Tu sens que c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est pas ce qui était prévu chez Alpecin. Et heureusement pour Mathieu Van Der Poel, il y a Mats Pedersen, qui est le piégé dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas de Lidl devant. Il revient, lui, en fait, il subit ce mouvement-là parce qu'il revient d'une crevaison, donc il peut pas suivre Vermeersch, Kung et Polit. Et donc, il fait rouler ses coéquipiers, parce que sinon, il est en train de laisser filer la victoire et le podium. Donc, il fait rouler, et c'est grâce au Lidl qu'on va reprendre ce trio-là 20 bandes plus loin. Mais s'il n'y a pas les Lidl, personne ne roule, hein, parce que personne n'a envie de rouler. Les Groupama qui étaient en surnombre, ils roulent pas parce qu'il y a Kung devant. Les UAE, pareil, parce qu'il y a Polit. Et les Alpecin, pareil, parce qu'il y a Vermeersch. Et donc, s'il n'y a pas les Lidl, je pense que ça peut s'enterrer. En tout cas, ça peut sacrément compliquer la course de Mathieu Van Der Poel. Mais donc, à ce moment-là, finalement, heureusement, il y a les Lidl, et les Lidl n'ont pas le choix de rouler. Mais je veux pas oublier quand même que les Lidl, ils ont une équipe qui a été sacrément décimée. Il n'y a pas Jasper Stuyven, il n'y a pas Axel Kirch ou Alex Kirch, j'oublie toujours, qui sont peut-être les 2 meilleurs coéquipiers de Mats Pedersen sur les pavés. Les 2 plus en forme sur les débuts de Flandrienne. Qui font un Grand Wevelgem incroyable au service de Pedersen et qui chutent à travers la Flandre et qui sont forfaits. Et évidemment, il y a aussi les Visma. Tu n'as pas Van Aert, ni Van Barle, ni Jorgensen, ni Benoît. T'as Laporte qui part, qui prend le départ malade, en fait, et qui crève en plus il revient de maladie et il crève dès le premier secteur, il est out pour toute la course. Donc t'as les 2 équipes qui sont sur le papier au début de la saison. On se dit ça va se jouer entre ces 3 équipes-là. Alpecin, Visma, Lidl, c'est les 3 qui ont les plus gros collectifs sur les pavés. T'en as 2 qui arrivent sur Paris-Roubaix décimés. Donc bravo Alpecin, mais Tarling, on leur a facilité la tâche. Tarling aussi qui se fait qui chute, oui, après qui essaie de revenir mais qui se fait disqualifier. Mais c'est une flopée. Je dis pas qu'il aurait bousculé Mathieu Van Der Poel, mais c'est une flopée de concurrents. Ça a aidé un petit peu au boulot d'Alpecin, quoi. Oui, ça c'est sûr. Le club des 3 minutes, les gars, on en parle parce que c'est encore des chiffres qui sont importants pour noter à quel point la performance de Mathieu Van Der Poel, si elle avait l'air facile, note une performance absolument historique, peut-être vraiment l'une des plus marquantes de l'histoire de l'Enfer du Nord. Eddy Merckx en 70 avait mis 5,21 à son premier concurrent. Franco Ballerini en 98 avait mis 4,16. Felice Gimondi avait mis 4,08 en 66, pardon. Johan Museeuw en 2002 avait mis 3,04. Et donc là, Mathieu Van Der Poel qui met 3 minutes à Jasper Philipsen en 2024. Voilà pour les chiffres impressionnants. Il y a peut-être mieux au tout début du siècle et les premières années de Paris-Roubaix, mais j'ai pas réussi à trouver les stats. On va dire ça, c'est sur les 100 dernières années. Jusqu'à 1924, t'as les stats vraiment sur les temps. Et après, quand tu remontes un peu plus, c'est plus aléatoire. Mais bon, c'est plus le même vélo non plus. En tout cas, c'est qu'il y a au moins 22 ans que ce n'était pas arrivé. Qu'un coureur approche les 3 minutes. Même Bonnen et Cancellara l'avaient pas fait. Dépasse les 3 minutes. Non, mais c'est une démonstration. Après, et tu l'as dit, on aurait aimé peut-être voir Mathieu Van Der Poel un peu plus challengé par d'autres coureurs qui n'étaient pas là. Mais ça, encore une fois, et on l'a déjà dit la semaine dernière, c'est pas le problème de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel a fait sa course. Autant sur le Tour des Flandres, on aurait pu se poser la question de savoir s'il y avait eu une adversité comme Pogačar, comme Van Aert, s'il allait être aussi facile à l'arrivée. Encore, il l'était
méritait pas, mais il gagne quand même sans trop avoir à forcer. Autant là sur ce Paris-Roubaix, moi je pense que tu lui mets n'importe qui, n'importe quelle équipe, n'importe quel adversaire, n'importe quelle stratégie de course. C'est pour ça qu'on en revient à ce qui s'est passé là, à 80 bornes de l'arrivée avec l'épisode Vermersch, Kung et Pollitt. Ouais, mais il pouvait être piégé tactiquement, quoi. Il pouvait pas être physiquement. tactiquement. Le prochain secteur à 4 étoiles, je sais plus lequel c'est. Il aura accéléré, il sera revenu sur eux Oui. sur 50 mètres. Donc oui, il y a un moment où il a pu avoir un petit coup de stress, mais le fait est qu'il était tellement en maîtrise. Il avait Philipsen s'il avait besoin de rouler derrière en plus au besoin, qui se sera sacrifié. Je pense que au bout d'un moment chez la Alpecin, on aura très vite compris que face à Nils Pollitt, face à Kung, pourquoi pas. Mais sachant que Vermersch a déjà fait beaucoup d'efforts, mais face à Nils Pollitt au sprint, de toute façon, t'aurais été battu. On n'aurait pas mis toutes nos chances du côté Vermersch. De toute façon, Vermersch qui roulait déjà plus devant. Voilà, donc, mais c'est vrai que t'as raison. Van Der Poel avec la marche qu'il avait, il aurait pu faire le jump. Il y a eu 2 minutes où Van Der Poel était pas en tête de ce groupe-là, de poursuivants, qu'il y a déjà un premier groupe qui était parti. Tu pouvais peut-être t'inquiéter un peu, mais en soi, la maîtrise était totale côté Alpecin, et je pense sans dire que c'était ce qui était prévu, je pense qu'on savait ce qu'on faisait. Et c'est marrant, c'est que Philippe Rodoft, le manager d'Alpecin, explique, alors pas sur le cas Vermersch, mais sur l'attaque de Van Der Poel à 59 km de l'arrivée, il dit c'était pas prévu, c'était pas le plan. Mais bon, on était prêt quand même à suivre ce plan-là à partir du moment où Van Der Poel décide de faire ça. Et ça fait écho à ce que disait Axel Laurence il y a une semaine après le Tour des Flandres, qui est un équipier donc de Van Der Poel. J'ai hâte de retrouver sur les Ardennaises, Axel Laurence. Ouais. Là. Et il expliquait, en fait, il était invité d'Eurosport, et on lui demande, mais ça se passe comment dans les oreillettes, qu'est-ce qu'on dit? Et il dit, on donne pas de consignes à Mathieu Van Der Poel. Nous, on a des consignes, voilà, tu vas faire ton boulot à tel endroit, tu fais ça. Mais il y a personne qui dit dans l'oreillette, bon, Mathieu, c'est l'heure, attaque maintenant. Mathieu, là, faudrait rouler pour rattraper ce groupe-là. Non, il n'y a pas de consigne pour Van Der Poel. C'est lui qui décide sur le moment, avec son feeling, avec ses sensations. Et voilà, il est plus à même, on le laisse vraiment très libre là-dedans, et d'où cette attaque à 60 bornes qui en fait clairement n'était écrite nulle part. Et dans le briefing le matin, ou plutôt la veille, le samedi soir à l'hôtel, personne n'a dit, bon Mathieu, demain t'attaques à 60 bornes dans le secteur d'Orchies. Un Mathieu Van Der Poel indépendant et au sommet de son art. On va regarder son palmarès aujourd'hui. Un 2e Paris-Roubaix après avoir gagné un 3e Tour des Flandres, le Milan-San Remo qu'il avait déjà dans la besace, et aujourd'hui se pose du coup la question de Liège-Bastogne-Liège. Alors sur l'échappée dimanche du coup, juste après la course, c'est une question que je t'ai posée, Robin. Polo, juste après, je vais te poser à toi aussi la question, mais on écoute d'abord Robin sur le plateau de l'échappée sur Winamax. C'est parti. Je pense qu'il va y avoir match, tu vois. Mais je donne l'avantage à Pogačar qui a déjà gagné Liège. Van Der Poel, il y vient. Je suis très content qu'il y aille. Mais c'est quand même un peu plus sur le papier pas fait pour lui, quoi. C'est pas celle qui lui convient le mieux. On va dire que là, il y a la Lombardie qui lui convient pas sur le papier, et il y a Liège où il y a des incertitudes, il y a des doutes. S'il y avait pas eu Pogačar, je t'aurais dit ouais, peut-être c'est l'année pour aller le claquer. Avec Pogačar, quand même, j'ai du mal à y croire. Robin a donc, Paul, du mal à y croire. Est-ce que tu y crois un petit peu pour Mathieu Van Der Poel, qui a dit juste après la course qu'il serait présent sur Liège? Moi, je crois que Mathieu Van Der Poel peut gagner. Pardon, excuse-moi, je me voyais dans le retour. Je te voyais dans le retour alors que je parlais. Ça m'a un peu stressé. Moi, je pense que Mathieu Van Der Poel peut gagner Liège. Est-ce qu'il va le gagner cette année? Moi, je pense qu'avec Tadej Pogačar face à lui, et il a la chance que Remco Evenepoel ne soit pas là. Je pense que c'est compliqué. Là, on est sur des efforts qui sont quand même différents. Quand on voit que Pogačar a été capable de battre Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres, tu lui rajoutes à ça un peu de dénivelé, des difficultés qui sont plus longues, qui sont plus pentues. Je pense que face à un Pogačar en pleine forme, ça va être quand même difficile de résister pour Mathieu Van Der Poel. Après, Mathieu Van Der Poel, il va pas venir pour faire de la figuration. Moi, je pense qu'il va faire un excellent résultat. Je le vois pas gagner, mais je le vois gagner par la suite, notamment s'il prépare ce nouvel objectif. On en a beaucoup parlé en ce début de saison avec Pogačar. Si l'objectif de Mathieu Van Der Poel se tourne vers les Ardennaises, s'il a envie, pourquoi pas, de s'intéresser dans un premier temps à Liège, pourquoi pas au Tour de Lombardie, moi, je pense que Mathieu Van Der Poel sera en capacité de venir le gagner. Je sais plus si c'était en 2019 ou 2020, il fait top 10, il fait 6e, en montrant quand même de très belles choses. À un moment, on l'attendait pas du tout là. Il l'a dans les jambes, sans aucun problème, moi je pense. De toute façon, c'est un coureur tellement exceptionnel que j'ai du mal quand même à lui mettre des limites. Mais cette année, j'ai quand même du mal à y croire. Disons qu'il part pas favori, quoi. Non. Mais évidemment qu'il peut gagner.
mais il a pas le statut de favori comme il l'avait au départ du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix, parce que t'as Pogačar qui a déjà gagné et qui est plus à même de faire la différence sur ce profil-là. Après, on se rappelle que l'année dernière, on parlait beaucoup du duel Remco-Pogačar. Pogačar se pète le poignet au milieu de la course. Derrière, ça devient un boulevard pour Remco. Donc, t'es pas à l'abri d'un fait de course comme ça qui ouvre la voie encore un petit peu plus à Van Der Poel. On rappelle qu'un Liège, c'est environ 4000 de D+, de dénivelé positif. Donc, évidemment que ce n'est pas la course parfaite pour Mathieu Van Der Poel. Mais c'est mais on sait jamais. Voilà. Ça va dépendre. Faudra ajuster sa stratégie pour les Pogačar, Roglic et consorts, parce que sur les montées courtes à fort pourcentage, c'est pas là que tu le lâcheras. Il faudra peut-être anticiper sur les montées un peu plus longues, et peut-être du coup anticiper un peu au vu du profil de Liège-Bastogne-Liège. Encore une fois, c'est le patron de Mathieu Van Der Poel. Tu m'as envoyé ça ce matin, Joseph, qui expliquait à Liège, on va pas pouvoir agir de la même façon que sur Roubaix ou sur le Tour des Flandres, parce que en gros, tu peux pas juste dire allez, je suis fort, je pars à 60 bornes. Ils expliquaient qu'ils allaient devoir un peu plus prendre en compte les stratégies des autres équipes, la stratégie notamment de Tadej Pogačar, et que ça allait peut-être être un peu plus tactique aussi que sur les Flandres ou sur Roubaix. Un mot de Jasper Philipsen qui fait deuxième. Certains spéculent un peu sur son avenir. Alors ça, c'est Mats Pedersen qu'on prendra juste après, les gars. Jasper Philipsen qui termine donc deuxième, Paul. Où doit s'écrire son avenir, tout simplement? C'est une question sèche, Joseph, et à la question sèche, je vais répondre par une réponse sèche, pardon. Il doit rester chez Alpecin. Si la question c'est ça, si c'est celle que tu veux me poser, Joseph. Quand tu fais 2 fois deuxième de Paris-Roubaix, que tu as montré sur ces 2 années, notamment cette année, que ton équipe est la plus forte, que ton équipe est en capacité de maîtriser ce genre de course, que comme super coéquipier de luxe, peut-être qu'à l'avenir, comme tu l'as eu sur Milan-San Remo, tu pourras l'avoir sur Paris-Roubaix comme Mathieu Van Der Poel, je peux te dire qu'on est dans le meilleur giron possible pour gagner Paris-Roubaix. Et je pense que Jasper Philipsen le sait. Il l'a très bien compris sur Milan-San Remo. Il l'a très bien rendu sur Paris-Roubaix cette année. Je pense que peut-être pas l'année prochaine, j'espère pour lui, mais à voir comment ça s'articule, comment le programme de Mathieu Van Der Poel s'articule. Mais il aura sa chance sur Paris-Roubaix en tant qu'au moins co-leader, avec un Mathieu Van Der Poel peut-être capable de travailler pour lui qui vient de gagner un 2e Paris-Roubaix et qui, on l'a vu à Milan-San Remo, ne fait pas la chasse à toujours une accumulation de monuments. Peut-être que je me trompe, peut-être que Paris-Roubaix pour lui c'est quelque chose de très différent et qu'il a envie d'en gagner 7, je sais pas, mais le fait est que le record de monuments sera compliqué à aller chercher avec Merckx 14. Impossible même. Après chercher la 2e place, c'est pas totalement impossible, c'est 11, donc pourquoi pas. Mais il doit l'avoir un podium. Il doit l'avoir dans un coin de sa tête, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Philipsen n'est pas particulièrement en capacité de gagner Paris-Roubaix. Et il a montré que ça peut être un peu coéquipier. Est-ce qu'on lui rendra l'appareil l'année prochaine? En tout cas, je pense qu'il en fera la demande. Il va sûrement déjà demander des assurances. On le sait que ça négocie déjà aujourd'hui pour l'année prochaine. Mais en fait, c'est un avantage pour les deux. C'est un avantage pour Mathieu Van Der Poel d'avoir Philipsen dans son équipe. Parce que à des moments, dans certaines situations, ça fait que derrière, ça roule pas parce que personne ne veut emmener Philipsen. Et c'est un avantage pour Philipsen d'être dans l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Il l'a bien vu à Milan-San Remo. S'il n'est pas le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, il gagne pas, tout simplement. Et je pense aussi que s'il n'est pas le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, il fait pas 2 fois 2e de Paris-Roubaix. Parce que depuis 2 ans, il a cette carte à jouer sur Roubaix de mon leader est devant, moi je roule pas, débrouillez-vous les autres. Et je vous aligne au sprint. S'il n'est pas le coéquipier de Mathieu Van Der Poel, il doit faire sa part du boulot comme tout le monde. Et ça change beaucoup de choses dans la fin de course. Donc sans doute que Jasper Philipsen, il serait un candidat pour gagner Paris-Roubaix, même dans une autre équipe, mais ce serait pas du tout plus facile que s'il reste chez Alpecin. Et moi, je suis totalement d'accord avec Polo. Il doit rester. Et j'ai été voir un peu les mecs comme ça qui ont eu des velléités de départ. Ça m'a fait penser à Filippo Pozzato qui gagne Milan-San Remo en 2006 chez Quick-Step, mais il est dans l'équipe de Tom Bonnen. Donc sur les Flandriennes, il est entre guillemets bouché par Tom Bonnen. Il décide de partir. Il gagnera jamais ni le Tour des Flandres, ni Paris-Roubaix, et ni même un autre monument. Donc, quand t'as l'ambition de partir comme ça, c'est pas toujours une évidence que tu vas gagner ailleurs. Et j'ai noté d'autres mecs, notamment à la Mapei à l'époque, qui marchaient sur les classiques, où t'avais un Museeuw qui était quand même un peu la tête de gondole. Certains ont voulu partir. Bortolami, par exemple, fait 2e de Roubaix en 96. Il avait fait 5e, exactement. Il avait fait 5e du Tour des Flandres l'année d'avant. Il se dit sans doute, allez, c'est mon heure, je vais aller ailleurs parce que chez Mapei, il y a trop de monde. Et il
gagnera jamais Paris-Roubaix. Il gagnera le Tour des Flandres, mais 6 ans après. Donc quand même, ça lui a pris du temps. Et il a eu du mal à refaire des top 10 sur ces deux courses-là. Parce que tu bénéficies plus du collectif que tu avais et que des mecs comme Chavanel, comme De Volder chez Quick-Step par exemple, ont pu à une époque profiter à fond d'avoir Tom Bonnen en fait comme coéquipier. De Volder gagne 2 Tours des Flandres parce qu'il est le coéquipier de Tom Bonnen, et Chavanel n'est pas passé loin aussi. Il faut reconnaître que dans ce débat, il y a aussi ce que nous, public, aimerions qu'il se passe, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs les uns en face des autres et pas ensemble, que Jasper Philipsen soit en face de Mathieu Van Der Poel. Pour finir là-dessus, on en parlait avec Robin rapidement avant l'émission. Tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Voilà. Et ce que tu perds, c'est quand même assez énorme quand on voit la dimension qu'a pris Alpecin depuis un an. Regarde Van Der Poel, comment il a bossé pour emmener les sprints à Philipsen sur le dernier Tour de France. C'est vrai, ça aussi, tu te dis, tu vas aller ailleurs. Et tu l'auras plus. Voilà. Philipsen, il prend quoi? Il prend 4 étapes sur le dernier tour. Il en prend pas la moitié si Van Der Poel n'est pas là. Il y en a 2 où Van Der Poel lui fait le ménage terrible. Complètement. Un dernier mot de juste avant de passer à ce débat sur les chutes de Mats Pedersen. Quand même, on prend juste la décla pour voir qu'il reconnaît en fait la supériorité de Mathieu Van Der Poel en disant: je n'ai aucune excuse, j'étais clairement à 100%, j'ai simplement été battu par plus fort, je ne sais pas quoi dire d'autre. Dans notre groupe de on a tout fait au maximum pour rentrer, mais c'était juste impossible. Lui, il a tout fait, les autres, je suis pas sûr. Ouais. Mais lui, il a couru pour gagner et il peut ne pas avoir de regrets parce que vraiment, il a tout donné. Il y a un vrai moment où moi, je regarde la course, je vois deux UAE dans le groupe, je vois 2 Jumbo-Visma, les frères Van Dijk. 2 ou 3 Groupama. Et 2 ou 3 Groupama, sur 3e, je sais plus, mais au moins 2 Groupama, personne ne roule. Que Pedersen. Ouais. Donc lui, il a rien à se reprocher. On pourra discuter des autres, mais je trouve ça un peu dommage. On jouait déjà la 2e place à ce moment-là. On va passer au débat. Juste avant, les amis, comme vous le savez, on a un partenaire, c'est Winamax, avec qui du coup on fait quelques émissions, les amis. Et Thomas Dufan va tout vous expliquer sur ce partenariat. On l'écoute. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le vélo et que tu es prêt à parier sur toutes les courses de cyclisme, ça se passe chez Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Allez les amis, désormais il est temps de passer à ce débat qui nous a pris énormément de temps parce qu'on avait vraiment besoin de rassembler toutes les informations parce qu'on a vécu des derniers moments compliqués. On en parle tout de suite parce qu'il y a eu énormément de chutes dans le peloton. On en parle dans le débat. C'est parti. Et on va revenir sur ce moment. Alors c'était la 4e étape du Tour du Pays Basque, une grosse chute impliquant la plupart des favoris qui s'est produite et a conduit à une neutralisation de la course. Alors pour faire le résumé, on a eu Jonas Vingegaard, fracture de la clavicule pneumothorax. Alors il a été opéré, il est toujours hospitalisé en ce moment. Bon, aucun des coureurs n'a un pronostic vital engagé, je le rappelle. Remco Evenepoel, fracture de la clavicule, opéré, toujours hospitalisé. Jay Vine, fracture cervicale, fracture des 2 vertèbres, toujours hospitalisé. Primoz Roglic, des éraflures de partout. Il a partagé une photo sur les réseaux qui fait froid dans le dos. Momifié. Vraiment, il a l'habitude après. Il a l'habitude. C'est pas la première fois. Il doit mal dormir. Steph Kras, pneumothorax, fracture costale, 2 fractures vertébrales. Il l'a dit dans le Parisien ce matin. J'ai compris en voyant le bloc de béton qu'à 20 cm près, je serais mort tout simplement. C'est dans la dernière heure en Belgique. C'était Média Belge, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu une autre chute, une terrible chute qui a marqué cette 78e édition d'à travers la Flandre. C'était à 68 km. Ça a mis à terre plusieurs favoris, dont Wout van Aert, fracture de la clavicule. Là encore, il a repris, comme on a pu le voir, comme ont pu le voir certains curieux sur Strava. Jasper Stuyven, fracture de la clavicule aussi. Il a repris sur Home Trainer. Donc voilà. Donc beaucoup de clavicules cassées, beaucoup de frayeurs. Et évidemment, comment ne pas citer et avoir une pensée pour ceux qui ont tout simplement perdu la vie en compétition sur des chutes pour diverses raisons. Wouter Weitland, Björk Lambrecht, bien évidemment, et dernièrement Gino Meder, pour ne citer que ces 3-là. Alors Robin,
est-ce que le cyclisme professionnel est un espèce de patient malade qui, avec cette chute à travers la Flandre et surtout sur celle du Pays Basque, est en train aujourd'hui de se réveiller un minimum? Ouais, là, il y a un gros problème et je crois qu'il y a une prise de conscience. Et t'as cité ces deux grosses chutes sur des épreuves World Tour qu'on a tous vues, mais on peut rajouter sur des courses françaises de moindre envergure, mais Cholet-Aglo Tour, Paris-Camembert. Oui, ça a pris du temps là, mais on aurait pu. Et une troisième que j'ai oubliée. Ouais, la troisième, j'ai oublié aussi. Dans ceux qui nous regardent, parmi ceux qui nous regardent, vous l'aurez sûrement en tête, mais 3 courses de deuxième division, de deuxième niveau en France, où il y a eu des interruptions de course aussi, parce qu'il manquait des ambulances notamment pour prendre en charge tous les blessés. Ouais, là il y a et tout ça c'est juste au mois de mars et début avril, hein. Donc il y a un gros problème, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins cette recrudescence de chute sur une courte période permet cette prise de conscience et que tout le monde un peu se libère au niveau de la parole, donne ses idées, explique ce qui selon lui est problématique, et au moins ça permet d'ouvrir ce débat-là qu'on va avoir là. On va un peu naviguer dans tous les causes potentielles de ces chutes et quelles sont potentiellement aussi les solutions, mais au moins ce que je trouve positif, c'est que ça a ouvert ce débat. Ouais, pareil que Robin. Alors je sais pas s'il y a plus de chutes que ce qu'il y avait sur les 2, 3, 4 dernières années. Le fait est, c'est qu'on le ressent, nous-mêmes téléspectateurs, que le peloton est de plus en plus tendu. Il n'y a plus une étape de transition. On en a beaucoup parlé sur le dernier Tour de France. Il y a de la nervosité tout le temps. À 150 km de l'arrivée sur une étape de transition, sur une étape de plat sur le Tour de France, on a de la nervosité. Tout le monde est tendu, tout le monde va de plus en plus vite, tout le monde prend de plus en plus de risques. Forcément, ce n'était qu'une question de temps avant qu'on ait une méga chute qui envoie à l'hôpital 3 des 5 plus grands coureurs du monde. Allez, il y a eu beaucoup de grands... 3 des 6. 3 des 6, on va dire, voilà. 3 des 6 meilleurs coureurs du monde actuellement. Je trouve ça un peu triste, mais un peu facile à dire après coup. Mais je trouve ça un peu triste qu'il fallait qu'on attende que Vingegaard, Evenepoel et Roglic aillent à l'hôpital en même temps pour se poser la question. Alors qu'on et puis il y a Van Aert aussi. Hein. Là, il y a quand même 4 des 6 meilleurs coureurs qui sont le store. Et Van Aert 3 jours plus tôt. Donc c'est dommage qu'on attende que ce genre de chute arrive pour les plus grands, pour prendre conscience de cela. Mais en tout cas, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le monde du cyclisme en a pris conscience et maintenant, faut avancer. Ça sert plus à rien de déblatérer, de mettre des tweets ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des choses qui soient décidées très rapidement. Alors là, un des premiers éléments et qui semble vraiment faire l'avis général des acteurs du cyclisme, c'est l'attitude des coureurs qu'on peut aborder. On va voir 3 déclarations. Celle de Mathieu Van Der Poel. Je crois que l'élément le plus dangereux du cyclisme, ce sont les coureurs eux-mêmes. On prend les risques et c'est le problème principal. Jonathan Hiver qui dit la majorité des problèmes vient du comportement des coureurs. Il n'y aura malheureusement jamais plus con qu'un coureur en course. Et Peyo Bilbao, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, cyclistes, peut-être que nous créons le danger. Il faut envisager différemment la manière de faire la compétition. Paul, est-ce que tu valides l'idée que la cause principale et les responsables principaux de ces chutes, ce sont les coureurs eux-mêmes? Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est eux qu'on pousse sans arrêt à aller chercher de meilleurs résultats, à chercher un meilleur placement, à aller chercher une meilleure trajectoire, que ce soit en descente, sur le plat. Enfin, c'est terrible parce qu'ils sont tellement mis sous pression de manière globale que ce soit par leurs coéquipiers, par leur équipe, par leur attente de résultats, qu'en fait, ils sont peut-être presque victimes de ces comportements-là, plus que ce sont eux qui vont les provoquer. Moi, j'ai des images vraiment, notamment du dernier Tour de France, où parfois je trouve qu'on frôle la catastrophe sur des passages techniques tendus, mais à 150 km de l'arrivée, où tout le monde veut frotter, tout le monde veut être placé, tout le monde veut être en tête. Dès qu'on arrive dans les 10-15 km, les trains des équipes du classement général viennent frotter avec les trains de sprinters, sauf que en général, ces trains d'équipe de classement général ne savent pas trop faire ça, et ça provoque quand même des situations assez dangereuses. Oui, c'est l'attitude des coureurs qui pour moi est le problème principal à tout ça, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment de leur faute? Est-ce qu'ils sont dans un engrenage, une fuite en avant qu'ils ne peuvent pas maîtriser eux-mêmes, et c'est à eux qu'il faut mettre des limites, parce que eux, ils ne se les mettront pas naturellement, ou alors ils vont arrêter de courir, ou alors ils vont arrêter d'avoir des résultats, et dans ce cas-là, là pour le coup, l'effet est inversé, et on ne performe plus du tout. Donc il faut trouver une espèce de
de balance entre tout ça. Oui, les coureurs sont les principaux responsables, mais ils sont peut-être un peu victimes du peloton de manière globale parce que c'est ce qu'on leur demande finalement. Alors Paul a dit plusieurs trucs intéressants, Robin, et notamment on peut pas presque faire confiance aux coureurs pour que eux-mêmes se responsabilisent parce qu'il y a plein d'éléments, mais que ça peut pas venir d'eux-mêmes Bien totalement. Bien sûr que non. Tu crois pas ça en la responsabilisation des coureurs eux-mêmes en course? Pour moi, c'est pas du tout de la faute des coureurs. Les coureurs, ils font une course, quoi. C'est leur boulot d'aller le plus vite possible. Tadej Pogačar, il est payé 6 millions d'euros par an pour aller vite, pour être placé là où il faut être placé et pour gagner des courses. Mathieu Van Der Poel, c'est pareil. Et même les mecs qui sont payés beaucoup moins et qui sont payés que 20 000 euros par mois, si on veut, leur boulot en tant qu'équipier, c'est de replacer leur leader. C'est de faire en sorte que Tadej Pogačar, il soit jamais au fond. Ah, mais ton boulot, c'est aussi de ne pas mettre les autres en danger. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non. Leur boulot, c'est pas d'éviter les chutes. Ça, c'est pas le boulot des coureurs d'éviter les chutes. Éviter les chutes des autres, au moins. Les leurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais... Non, c'est pas vrai. Dans leur contrat, on leur demande, ils ont pas de prime s'ils évitent des chutes. Le problème, Robin, c'est pas ça. Le problème, Robin, c'est que leur prise de risque, t'as raison, c'est à eux de juger le niveau de prise de risque qu'ils prennent. Le problème dans le cyclisme et dans un peloton, quand t'as 150 coureurs, c'est que quand tu prends des risques énormes parce que tu veux être le meilleur et être placé au bon endroit, au bon moment, avoir la meilleure trajectoire possible, et bien maintenant, c'est synonyme de risque pour les 140 coureurs autres que ton équipe et toi derrière toi. Et il faut mettre en place, pour moi, un tas de choses, on va en parler après, qui peuvent aider à réduire les chutes. Il y a deux aspects. Un, réduire le nombre de chutes, et deux, réduire l'impact des chutes, les dégâts qu'elles provoquent quand il y en a, parce qu'on pourra jamais les éviter à 100%. Mais c'est pas les coureurs. On demande pas aux pilotes de Formule 1 de ralentir. On demande pas aux... si, on leur demande de ralentir de temps en temps pour éviter de faire n'importe quoi. Quand même. Non, on leur demande de ralentir à certains endroits, mais c'est des obligations. Quand tu rentres dans les stands, t'as une limite de vitesse. Quand on est sous drapeau jaune, t'as pas le droit de doubler. Mais on leur dit pas, dans la course normale, sans circonstances, non mais fais gaffe quand même. Oui, c'est encadré, c'est sûr. Et pareil pour les joueurs de rugby, on leur dit pas faites moins de plaquage parce que ça peut causer des dégâts. Non, par contre, on leur dit de plaquer mieux. Voilà, parce que si tu plaques à une certaine hauteur, t'es sanctionné. Mais il y a pas, on te dit pas non mais fais que 6-7 plaquages par match parce que si t'en fais 12, ça peut te faire des trucs au cerveau. Non, c'est pas vrai. Et ça marche sur tous les sports, sur toutes les disciplines. S'il y a des règles, tant mieux, on les respecte et on doit mettre en place des règles pour préserver la sécurité des coureurs. Mais on peut pas dire aux coureurs non là il y a une descente, mais va un peu moins vite parce que sinon c'est dangereux. Ok, mais moi j'accepte d'aller moins vite, mais s'il y en a un qui lui est prêt à prendre plus de risques, parce que pour plein de raisons différentes, parce que il est chez lui, il a très envie de gagner, parce que tout simplement il est plus compétiteur que moi, parce qu'il a un contrat à signer, il faut absolument qu'il prolonge et il a besoin de montrer qu'il est capable de faire des résultats. Il y a 1000 raisons, parce que l'équipe elle a besoin de points. Et lui il va pas ralentir dans la descente. Et donc pourquoi moi je vais ralentir, je vais pas faire exprès de perdre parce que mon directeur sportif il m'a dit fais attention quand même. Mais donc on y revient au fait que c'est l'attitude des coureurs qui pose problème, puisque c'est ces coureurs là dont tu parles qui mettent en danger tout un peloton. C'est pas l'attitude des coureurs, c'est le sport. C'est pour ça que je te dis. C'est le principe de compétition que de dire les gars, il faut aller le plus vite possible. Les coureurs, ils ont pas décidé qu'aujourd'hui, Paris-Roubaix, la course, elle se lance à 160 km de l'arrivée. Que sur toutes les courses du calendrier, ça part de plus en plus loin, ça roule de plus en plus vite. Eux, ils subissent ça, et tu l'as dit. C'est ce que je te dis, voilà, c'est que ces coureurs-là dont tu parles, ils subissent cette fuite en avant d'un peloton qui veut aller toujours plus vite. Et c'est là qu'il faut réguler, et on va en parler. Le sport va comme ça. Le problème, c'est que le sport, mais là, on touche à quelque chose qui va plus loin que la compétition et que le sport. On touche à la santé et à des gens qui sont blessés à vie et qui en meurent. Mais c'est ça le problème. Si on prend la comparaison avec la Formule 1 d'il y a 30 ans, les débuts des années 90 où on avait 2-3 morts par saison, les mecs ils ralentissaient pas. Non, c'était beaucoup plus risqué, mais ils continuaient de se battre comme des chiffonniers pour gagner les grands prix, pour choper une position. Et dans le vélo, malheureusement, c'est l'essence même du sport. On est dans des sports de très très haut niveau où les mecs sont à la pointe, ils vont chercher le moindre détail pour essayer de gagner. Ils continueront de le faire parce que c'est leur boulot et c'est pour ça qu'ils vivent. Donc il faut leur mettre des limites, des contraintes pour qu'ils ne puissent plus faire certaines choses et que du coup tout le monde accepte de dire ok, ça on le fait pas. C'est le même principe qu'on pourrait avoir dans le dopage. Si t'ouvrais tout, il y a un tas de mecs qui se mettraient n'importe quoi dans le corps pour gagner des courses. Mais on a dit ça et ça c'est interdit. Du coup plus personne le fait. J'ai pas dit ça, il y a des mecs qui trichent. Il y a des mecs qui trichent, mais au moins quand tu le fais pas, tu dis je respecte les règles, il y a une règle, je respecte cette règle, voilà. Alors justement, il y a des règles, des contraintes, mais aussi des changements de règlements qui peuvent intervenir. La première, ce sont les braquets. Alors c'est vrai que ce n'est pas un élément qui, pour le grand public, est si facile, auquel on pense
en premier lieu, mais dans le peloton professionnel et son alentour, eh ben c'est beaucoup revenu cette semaine. Valentin Madouas qui dit l'évolution des braquets est hallucinante. Chaque année, on monte d'une dent. Tu es obligé de mettre du 56 si tu veux suivre. Avant, ce n'était que les sprinters qui mettaient du 56. Thierry Gouvenou, le bras droit de Christian Prudhomme chez ASO, dit on a l'impression que notre sport se rapproche des sports mécaniques. Eux, ils trouvent des solutions pour réduire la vitesse. Et Pascal Chanteur, qui est un ancien coureur professionnel et qui aujourd'hui est à la tête du syndicat des coureurs français, qui dit aujourd'hui, on met du 56-10, il roule à 80 km/h dans les faux plats descendants. Quand ça tombe, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Robin, est-ce que c'est une solution de limiter les braquets? Pour moi, c'est la plus évidente aujourd'hui. C'est-à-dire que le braquet, pour ceux qui sont pas totalement avertis sur le sujet, plus t'as un gros braquet, donc c'est les dents dont parle Valentin Madouas, 56, on peut monter à 58, 60, 62. Au départ de Paris-Roubaix, Joshua Tarling, il avait 62 dents sur son grand plateau. Plus t'en as, plus tu vas vite. À condition de réussir à l'emmener. Évidemment, il faut les jambes pour réussir à emmener ce braquet. Mais les coureurs sont de mieux en mieux entraînés, sont de plus en plus puissants. Les vélos sont aussi de plus en plus optimisés et te permettent, avec la même puissance, d'emmener un plus gros braquet. Donc, ils emmènent de plus en plus gros et donc tu vas de plus en plus vite. C'est ce que dit Madouas. Avant, c'était les sprinters. Maintenant, c'est tout le temps. Donc, c'est toute la journée sur le plat. Et donc, c'est pour ça qu'on bat des records de vitesse sur absolument toutes les courses. Cette année, on a battu les records à San Remo, au Tour des Flandres, à Paris-Roubaix, par exemple. Notamment, il y a plein d'autres éléments qui peuvent entrer en compte. Réduire les braquets, c'est-à-dire mettre une limite, et en fait ça permettrait tout simplement de réduire la vitesse. Et dans ce principe des chutes, pour moi c'est le premier critère, c'est réduire la vitesse, parce que il y aura moins de chutes, et elles seront moins sérieuses. Donc réduire les braquets, ça existe déjà. Par exemple chez les juniors, quand t'es jeune, quand t'as 15-16 ans et que tu cours, t'as pas le droit de mettre le braquet que tu veux. Il y a des limites, parce qu'on estime que pour ta croissance et pour ton développement physique, si tu mets des trop gros braquets trop jeunes, tu vas te ruiner les articulations. Et faisons ça chez les pros, tout simplement. Voilà un argument qui est même de sport santé, on va dire, de développement. Mais Paul, est-ce que c'est pas un peu injuste d'enlever une possibilité à ceux qui sont plus puissants de pouvoir aller plus vite? Dès qu'on va instaurer de la régulation, et Robin sera d'accord avec moi, on va tomber dans une forme d'injustice aussi, puisque tu vas tomber sur un mec qui a envie de rouler avec un pignon de 60 et qui Tarling va te dire, avec son 62, voilà. Ouais, c'est ça, avec le 62 de Tarling sur Paris-Roubaix, ça n'a aucun sens. Et qui va te dire, mais pourquoi je dois passer à du 54 ou même du 56? Moi, j'ai pas envie, moi, je vais aller plus vite. Et Paul, tu vas jouer au foot avec du 40 au pied. Non, mais non, c'est pas exactement pareil, mais j'entends. Mais c'est comme si, voilà, moi je fais du basket depuis plus de 10 ans, c'est comme si on me baissait le panier. Je sais, ok, très bien, mais ça avantage les joueurs qui sont moins forts que moi. C'est pas juste. Tu vois, puisque c'est plus facile pour eux de marquer un panier. Moi, ça m'allait bien de cette hauteur de panier. Enfin, tu vois, c'est un peu pareil. C'est une excellente idée. De toute façon, moi, je pense que là, il faut tout prendre. Dans tout ce qu'on va dire dans ce débat, il y a pas de mauvaise idée. Il faut tout adapter. Par contre, ça va faire des frustrés, parce que oui, le braquet, ça va réduire la vitesse et donc le nombre de chutes et l'impact de ces chutes. Par contre, je sais pas si ça va empêcher des graves chutes comme on l'a vu sur le Tour du Pays Basque où ça a été mis en avant par d'autres problèmes. On en parlera tout à l'heure, les freins, le parcours, etc. Et je pense pas que ça va changer quelque chose à la situation de Jonas Vingegaard ou à Stef Kras, si même s'il avait chuté à 60 au lieu de 80, si c'était mangé la pierre, il serait décédé. Donc, si t'arrives plus doucement, t'as plus de temps de réaction dans un virage. On est d'accord. Et ça, dis pas ça que c'est une change mauvaise quand même idée. pas. Ça réduirait un certain nombre de chutes. Ça aura un impact. Mais en tout cas, est-ce que c'est juste pour les gens qui ont envie de rouler plus vite? On en revient à ce que disait Robin. C'est une excellente question. Mais quoi qu'il arrive, là, si on doit mettre en place des régulations, ça va pas plaire à tout le monde. C'est vrai. Tout à l'heure, vous m'avez dit que Stef Kras n'était pas tombé sur le Pays Basque. Si, on te l'a dit. Ah, ok, donc je pensais à ça. J'ai même de te le dire là. Vous m'avez dit un truc, parler de classique belge, mais j'y repense en me disant qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Non, c'était les courses françaises, pareil, Camembert, mais il n'y avait pas Stef Kras dedans. Mais pour moi, juste pour continuer sur cette idée de la vitesse, c'est le critère numéro 1. Il faut réduire la vitesse des coureurs. Et les braquets, c'est la solution la plus évidente que je vois, mais il y en a d'autres. Benoît Cosnefroy, il disait sur Twitter dans un message qu'il a publié, pourquoi pas avoir tous les mêmes pneus, par exemple, comme ça peut se faire en F1, et des pneus qui auraient un rendement un peu moins bon que ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, chaque équipe essaie de trouver les meilleurs pneus, ceux qui ont le meilleur rendement, quitte parfois à mettre des pneus encore plus fins, ou des pneus plus glissants, qui ont un peu moins d'adhérence, etc. Pourquoi pas mettre des pneus qui ont un moins
bon rendement, mais ce sera les mêmes pour tout le monde, c'est pas grave. Et Benoît Cosnefroy, il dit ça peut faire perdre 30 watts, par exemple, en termes de puissance développée. Donc, tu vas moins vite mathématiquement. Et si tu vas moins vite, encore une fois, t'évites un certain nombre de chutes. Après, on peut encore se poser des questions. Alors, certains trouvent ça complètement absurde, mais pourquoi pas avoir des zones sur certaines courses où on sait qu'à cet endroit-là, c'est dangereux et on met une limitation de vitesse. Voilà. Dans cette descente-là, on sait que vous pouvez aller à 80, mais on limite à 50. Dans cette descente-là, on ne veut personne qui va à plus de 50. Et ça, c'est possible. Je veux dire, ça existe. Je prends encore une fois l'exemple de la F1, mais quand ils vont dans la voie des stands, il y a des mecs qui seraient capables de rouler à 150 dans la voie des stands et s'arrêter pile devant les mécanos. Mais il y a une limitation de vitesse. Je sais pas à combien elle est. Je crois que c'est 80. Je suis pas certain de ça, mais il y a une limitation. Dans la voie des stands, tu vas pas à la vitesse que tu veux, même si t'es capable. Bon, bah voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même des trucs à réfléchir, à tester, qui marcheront peut-être pas tous, mais à essayer. Les oreillettes et les capteurs. Voilà un autre élément de la discussion. On va regarder ce que disent les acteurs. Romain Bardet, les oreillettes créent des coureurs robotisés, téléguidés et des situations de danger artificiel. Bernard Hinault, quand on voit les images de course, ils sont en train de regarder leur compteur, de parler à la radio et la moindre faute d'inattention, on est sur le cul. Je pense notamment à Tom Pidcock. On a vu très longuement consulter son capteur sur Paris-Roubaix. Marc Madiot, le coureur sur son vélo. Il est comme un mec dans sa bagnole qui a son téléphone avec Waze et ses écrans. On n'est pas concentré de la même façon que quand on n'a rien du tout. Paul, est-ce que toi aujourd'hui tu penses qu'il y a quelque chose à faire autour des oreillettes, autour des capteurs ou des deux? Ouais, moi, alors je dirais pas que c'est la raison sur laquelle je veux qu'on insiste le plus, parce qu'on a déjà parlé notamment de l'attitude des coureurs et aussi des braquets. Mais moi, tu vois, les oreillettes et les capteurs, je trouve que c'est pour moi une hérésie qu'on n'ait pas encore mis des réglementations à tout ça. Pour moi, les oreillettes, c'est que pour avoir radio-course sur des éléments de sécurité. C'est ce que dit Cosnefroy. Voilà. Un canal où t'as que les infos sécurité. Radio-course, éléments de sécurité, pas le droit de réponse, pas de micro, et pas de consigne, quoi. Pas de replacez-vous là, on attaque. Pas ton DS qui te gueule dans les oreilles. C'est canal de sécurité et pas de micro pour pouvoir répondre, parce que c'est insupportable les mecs qui parlent à leur truc. Comment tu peux te concentrer là-dessus? Quand tu parles comme ça, t'étais pas sur la route. Et les capteurs de puissance, pareil. Mais c'est cliché de dire ça parce qu'on le dit depuis la période Sky et Froome, mais les mecs sont arrivés là-dessus. Ils sont au watt près, et même au-delà de la sécurité qui est un vrai enjeu, parce qu'ils ont pas le nez sur la route, mais le nez sur leur guidon. Tu perds totalement, et c'est très bien exactement ce que dit Romain Bardet, tu perds totalement le côté un peu libre entre guillemets du coureur cycliste qui va tenter sans trop juger les watts, qui va essayer de jauger ses adversaires à la forme plutôt qu'au coup de pédale. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça va même au-delà de la sécurité. Je trouve que ça dénature le cyclisme, et si en plus pour des raisons de sécurité ça peut apporter un bénéfice de les enlever ou de les ultra réguler, mais moi je suis 100% à fond derrière ça. Madiot disait gardons les capteurs, mais enlevons le compteur en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le coureur il aura ses données avec ses watts qu'il a développés, etc. Mais enlevons le compteur qui lui permet d'être les yeux fixés sur le nombre de watts qu'il développe. Autorisons les compteurs où il y a juste le kilométrage et la vitesse, comme Monsieur Tout le Monde peut avoir quand il fait du vélo. Bon, même si aujourd'hui il y a pas mal de cyclos qui ont des compteurs très très développés, mais vitesse et kilométrage, parce que le mec il a besoin de savoir quand il est sur Paris-Roubaix où il en est, et voilà, ça suffit quoi. Il y a pas besoin de savoir, évidemment que les coureurs vont dire moi je me connais, je sais que je peux faire tant de watts pendant tant de minutes, donc ça m'aide dans ma stratégie de course. Évidemment, je le conçois, sauf que aujourd'hui c'est plus important que tu n'aies pas tes yeux sur le compteur pendant 20 bornes plutôt que de te permettre de caler ta course parfaitement. Tant pis. Après, autant les oreillettes c'est envisageable de les virer, autant les capteurs ce sera beaucoup plus compliqué de le faire accepter au coureur. Parce que ça, on s'en fout des coureurs. On s'en fout qu'ils l'acceptent pas. Parce que sur les oreillettes, j'entends, on s'en fout parce qu'ils peuvent se débrouiller seuls et prendre leurs décisions. Que la gestion de l'effort, aujourd'hui, un coureur qui a 25 ans, ça fait concrètement depuis qu'il est gamin, qu'il a couru, et c'est de la gestion de l'effort. Je suis pas sûr que il regarde 100% du temps son capteur, tu vois, qu'il faut adapter peut-être sa gestion du capteur et peut-être pas avoir un grand écran, mais pouvoir le consulter. Attends, si tu le mets petit, le mec il va être encore. Et Joseph, je te dis pas qu'il le met pas petit. Je pense que c'est impossible de le faire accepter au coureur. Mais on s'en fout qu'il accepte pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire si tu dis demain il y a plus le compteur, je pense que ça doit être des décisions quand même un minimum démocratique. Au-delà de ça, on a déjà tous couru avec un capteur, même un petit qui te donne 3 infos.
dès que tu as une info, tu la regardes. C'est comme quand tu es en scooter ou en voiture et que tu sais que tu as comment dire, un radar. comment ça s'appelle? Non, un truc qui te flash là. Un radar. Un radar, merci. Il me dit non en plus. J'avais pas entendu. Et que tu as un radar, et bah t'es arrivé sur ton capteur à Alors, oui, ils sont pas de radar pendant les courses. et à 70 km/h sur le périph', quand t'es arrivé sur ton capteur entre Moi, guillemets, j'ai compris, et bah, vous c'est voulez des super voitures, dangereux. vous voulez des voitures sans rien devant Mais vous, quoi. Que un volant. attends. Moi, Mais non, on parle pas des souvent- voitures, je te moi, prends j'ai un souvent exemple. Ouais, mais c'est la j'ai- même attends, idée. j'ai souvent mon téléphone pour mettre le trajet. Bah, je vais appeler la Oui, police. non, mais pour mettre le GPS, tu vois, je mets le trajet que je dois faire parce Bah, que t'as pas le droit. bah, si, il y a le droit, Non, c'est c'est autorisé. interdit. Sache-le que c'est interdit. Comment ça D'avoir s'appelle son téléphone et d'avoir le GPS, c'est interdit. Ah bon Bah Qu'est-ce oui. que tu racontes C'est complètement interdit, les gars. D'avoir Waze le Mais téléphone. bien sûr. Mais n'importe quoi. Mais on parie. Bon, c'est un autre débat. Mais en Ouais. tout cas, ça m'est déjà arrivé. Mais plein de fois, je sais pas, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire une frayeur en bagnole, alors que c'est honnête ce que je fais. Tu vois, je suis pas en train de regarder mon téléphone pour envoyer des messages. Je regarde juste le chemin et de me faire une frayeur, de taper un mec dans les bouchons ou de prendre c'est une pareil. sortie pas comme il faut. Et tu te dis, ouais, je me suis fait peur alors que c'est juste le chemin. Les cyclistes, c'est pareil. C'est légitime qu'ils aient leur capteur de puissance aujourd'hui et qu'ils aient toutes les données. Sauf que ça peut créer des moments où t'es Non, mais pas j'entends. attentif. Je dis juste que ce sera Je le suis truc le d'accord plus avec ça. difficile à faire Mais accepter. je suis Sans d'accord avec doute. ça aussi. C'est Je suis vrai. à peu près de l'avis de Mais tout le monde. je suis d'accord, Merci, mais je Perceval. pense qu'il y a des trucs, à partir du moment où on dit c'est une bonne idée parce que on le sait, c'est une bonne idée de l'enlever pour la sécurité, bah si les coureurs sont pas d'accord, c'est pas grave. Quand on a instauré les casques il y a plus de 20 ans, il y a plein de coureurs qui étaient pas d'accord, qui trouvaient que ça les gênait, que ça faisait un poids en plus, mais on leur a pas laissé le choix. Et c'est comme ça. Un autre élément qui sera dur à faire accepter, parce que là aussi c'est une grande évolution dans le matériel du cycliste professionnel, les freins à disque. Avant, comme vous le savez, on est tous petits, on avait des freins à patins. Aujourd'hui, c'est des freins à disque. Marc Madio, moi le premier, je devrais peut-être accepter de revenir aux freins à patins, même si je vais mettre en difficulté mes coureurs par rapport à la concurrence. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France et d'ASO. Les freins à disque, ça freine mieux, plus fort, mais donc ils vont plus vite, plus longtemps, ils freinent au dernier moment. Ça fait que dans le peloton, les coureurs sont plus proches les uns des autres. Romain Bardet, avant, avec les patins, sous la pluie, tu étais sur la retenue, tu laissais une marge de sécurité. Plus maintenant, avoir confiance en son vélo pousse à commettre des fautes. Ouais, mais excuse-moi, mais Vas-y, je trouve qu'il est intéressant cet exemple des freins à disque parce que t'as certains coureurs qui, comme Romain Bardet, disent que bah c'est finalement tu pilotes beaucoup moins à l'instinct, tu fais beaucoup plus confiance à ton vélo et tu vas beaucoup plus loin dans la prise de risque. Mais d'un autre côté, t'as Jonathan Hiver qu'on n'a pas pris dans cette citation qui dit que lui il veut pas du tout revenir Jamais on fera revenir au frein à patin, au frein à patin. au frein à disque parce que ça freine plus fort, ça freine mieux et qu'on se sent plus en sécurité. Mais le problème c'est que là il y a un problème de les mecs sont pas d'accord de entre eux. vision, Voilà. c'est ça. Il y a un problème de vision entre le mec qui dit moi je suis plus à l'aise avec un frein à disque parce que ça freine mieux, ça freine plus fort. Du coup bah j'ai l'impression que j'ai moins chuté. Sauf que du coup tu prends plus de risques parce que t'as l'impression que t'es plus en sécurité parce que tu vas moins chuter. Et du coup bah ta prise de risque te pousse à provoquer ou à subir des chutes parce que le mec devant toi aura fait la même prise de risque que toi. Donc en fait là sur les freins à disque, je trouve qu'on a un vrai problème de vision qui se heurte. Et comme tu l'as dit Jeff, ce sera très difficile de revenir là-dessus parce que pour le coup c'est vraiment pas quelque chose mis en avant par les coureurs ou du moins les gens qui sont pas à part Romain Bardet mais qui a une vision du cyclisme qui n'est pas du tout la vision du cyclisme qu'on a chez UAE, chez Jumbo, chez Lise Bike ou chez Soudal Quickstep, tu Je vois. pense que c'est peut-être le point qui sera le plus dur à faire bouger. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Plus même que les capteurs, parce que les capteurs, au niveau sécurité, c'est une évidence que ça t'aide pas à être attentif à la route. Là, pour le coup, sur les freins, c'est pas juste que les coureurs seront pas d'accord, c'est qu'il y a deux visions, comme dit Paul, et tu peux aussi défendre l'idée que des freins à disque sont un avantage dans certaines situations pour la sécurité. Donc moi, c'est vraiment le point, honnêtement, que je toucherai en dernier. Disons que j'ai envie qu'on teste toutes ces choses-là, mais peut-être que les freins à disque, c'est le truc que je testerai en dernier d'enlever. Et d'abord, j'enlèverai les oreillettes, enfin le canal, comme disait Polo, avec juste les instructions de sécurité. J'enlèverai les compteurs, je mettrai une limitation de braquet, peut-être des pneus communs à tout le monde, etc. Disons que les freins à disque, ce serait ma dernière mesure. Les freins à disque aussi, on le répète, mais quand il y a chute, c'est quand même aussi hyper dangereux dans la manière dont ça peut couper. Pascal Chanteur disait qu'ils avaient réussi à convaincre les fabricants de faire des disques moins coupants sur la tranche, mais que ça avait été déjà ça une bataille parce que les fabricants disaient non mais ça va nous coûter 1 euro de plus par disque à fabriquer et donc ça va être un handicap pour notre business. Bon bah heureusement le syndicat a réussi à les forcer et aujourd'hui les disques sont moins coupants et on a
plus de chutes qu'avant, mais on a quand même moins ce qu'on avait au début des freins à disque, où on avait des mecs qui sortaient avec des entailles pas possibles et sur les bras, les jambes, et tu disais, ouais, le jour où ça les touche au visage, c'est un drame. Bon, j'ai l'impression que sur les disques, on a quand même réussi à limiter le risque de coupure à cause des disques. Quelques autres facteurs qu'on aborde pour terminer ce débat. Vous allez voir 3 colonnes, les parcours, la caféine, le matériel. Alors le matériel, je commence par ça juste parce que Gouvenou, on ne fait pas le rallye de Monte-Carlo avec une Formule 1. Le Tour de France va sur les routes de Monte-Carlo et on a des vélos qui ressemblent de plus en plus à des Formule 1. Donc on a un peu abordé cette partie du matériel. La caféine, moi ça m'a un peu étonné, j'avoue. Rudy Mollard qui dit la caféine c'est un autre problème. Les gars en prennent des doses, c'est n'importe quoi. Il faut mettre des seuils à ne pas dépasser. Il y a trop de tension. Les mecs sont trop énervés et c'est notamment sur la fin des courses où apparemment il y a des doses de caféine qui sont prises et en trop grande quantité d'après Rudy Mollard. Mais je voulais évoquer les parcours parce que là c'est un énorme facteur, les gars. Romain Bardet dit: je n'ai jamais vu de comportement dangereux d'un coureur dans un virage bien signalé avec un mec qui siffle ou un panneau avec un signal sonore sur le Tour du Pays Basque. Il y a notamment une Racing qui a été remise en cause. On a vu une rigole en béton qui là aussi a été pas mal pointée du doigt de la part des suiveurs du vélo, Robin. Évidemment que les parcours c'est peut-être l'élément central d'être le plus vigilant possible, mais pour moi c'est pas central. C'est un des facteurs, mais c'est pas central parce qu'il y a pas mal de courses qui font des parcours très bien, très sécurisés. Romain Bardet dit par exemple le Tour de France c'est nickel en termes de signalisation. Bah c'est évidemment c'est ASO, c'est là où il y a le plus de moyens, c'est la plus grande course du monde. Ça n'empêche pas qu'il y ait des grosses chutes et des chutes sérieuses. Souvenez-vous les 2 dernières années, le nombre de chutes qu'il y a eu, hein, et ça va de Tadej Pogačar à des chutes massives dans un emballage final d'un sprint. Et puis je me rappelle de William Bonnet qui chute atrocement sur une étape, pas dans un sprint, dans le courant d'une étape lambda et tout. Bref, il y a aussi des grosses chutes sur le Tour. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience autour de ça, et le Pays Basque, malheureusement pour eux, là ils sont sous le feu des projecteurs parce qu'il y avait cette route un peu pourrave au Pays Basque avec des racines d'arbres qui faisaient des ondulations sous la chaussée. La veille, ils font une arrivée où 10 mètres avant la ligne, donc c'est un sprint, 10 mètres avant la ligne, un Pourquoi Dodan. tu dis malheureusement pour eux alors qu'ils sont directement responsables? Oui, non, mais t'as raison. En l'occurrence, c'est le juste parcours, c'est une question centrale de la chute. Ils font partie des courses où l'organisation elle est clairement parfois à pointer du doigt, mais il n'y a pas que, c'est ça que je veux dire. C'est que là ça tombe sur eux, mais il n'y a pas que. L'année dernière, ils nous avaient fait une arrivée en descente super dangereuse aussi. Donc clairement, il y a des conneries qui sont faites au niveau du parcours. Et après, Romain Bardet, lui, ce dont il parle pour moi, c'est même pas le parcours, c'est la signalisation. Bon bah ça, c'est clair qu'à mon sens, il faut donner plus de moyens aux courses. Et si c'est les instances qui doivent donner ces moyens-là, il faut qu'elles fassent ce geste-là. Voilà, plus de gendarmes avec un drapeau jaune. Regardez Paris-Roubaix, il me dit, tu t'imagines, t'es gendarme, t'es militaire et tu finis sur un rond-point. Est-ce que tu t'imagines faire ça? Peut-être à un mec de Canet. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ta fonction première. Hein. Si au départ à l'entrée de ce virage-là au Pays Basque, il y a un mec, et bah peut-être que ça tombe pas. Et après, il y a un deuxième truc, quand tu dis la rigole, etc., c'est que parfois ça va chuter. Tu pourras pas tout éviter. Mais il faut que quand ça chute, ce soit le moins sérieux possible. Et là, la rigole en béton, il doit y avoir un matelas. Les grosses pierres, il doit y avoir de la protection. Comme l'Ambrech sur le Tour de Pologne. Et ça doit être protégé. Tu peux pas faire... Ça me paraît fou qu'il y ait une rigole comme ça. Javan, il était comme ça dans la rigole. Je croyais qu'il était mort. Tu dois mettre un matelas dans la rigole. C'est celui qui est resté le plus longtemps, effectivement. Mais Robin a tout dit sur le côté parcours. Moi, je vais revenir sur le côté caféine et plus globalement, quelque chose qui a été mis en avant par les acteurs du cyclisme actuel, c'est la tension, la nervosité. J'en ai parlé au début. Ça revient un peu à l'attitude des coureurs qui va de pair avec peut-être cette prise de caféine, mais surtout une absence cata de leader, de patron dans ce peloton. Aujourd'hui, et beaucoup de gens le mettent en avant, c'est le peloton, c'est le Far West. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ça, je vous dérange pas, messieurs. Vous faites une petite aparté. Non, parce que je m'étais dans le cadre. Je montre à Joseph ce que je veux dire après. C'est pour ça. J'ai peur qu'il me coupe le débat. Mais pour le coup, l'absence de patron dans ce peloton là depuis le départ des Sagan, des Cancellara, de ce genre de coureurs, tu la ressens. C'est le Far West et tu le ressens. Mais les mecs parlent quand même. Les mecs parlent. On va pas interdire la caféine.
Non, mais je te parle, j'ai même au-delà de la caféine. La caféine, c'était mon point d'entrée là-dedans sur le fait que tout le monde est sous tension et tout le monde est hyper énervé. On en revient, moi, à cette situation qu'on voit trop souvent, notamment sur les grands tours. C'est ces équipes de favoris qui viennent frotter avec les trains de sprinters sur les arrivées sur le plat ou même sur certains sprints massifs ou sur d'autres passages hyper dangereux. Tout le monde est sur les dents, tout le monde est énervé. Il y a personne pour vraiment faire la police là-dedans. Et je te dis encore une fois sur cette fuite vers l'avant de ces comportements de coureurs qui n'ont plus aucune limite et je pense que la prise de caféine, si Rudy Moller en parle, c'est que ça doit pas être non plus anecdotique. Alors, là encore, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Ça va de pair avec tout ça, donc il faut aussi travailler sur les mentalités et tout ça, en fait, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pour moi, ça rejoint ça, la mentalité des coureurs et la manière dont ils apprennent la course. Robin, tu avais un dernier élément à aborder parce que quand on voit la photo de Primoz Roglic sur les réseaux, qu'il est raflé de partout, qu'ils ont des pizzas pas possibles, qu'ils finissent ils sont en deuxième semaine du Tour de France, ils ont 12 000 bandages, c'est les tenues qui sont vraiment, ils sont quasiment à poil, faut le dire. Donc quand ça chute, forcément, ils se pètent des clavicules, mais évidemment, ils sont éraflés de partout, quoi. Ouais, c'est le deuxième aspect, c'est après avoir évité les chutes, faire en sorte que quand il y en a, elles soient moins sérieuses. On en revient là. Pour moi, il y a une vraie réflexion à avoir sur les tenues. Il y a de plus en plus, on commence à parler des airbags. Alors ça va pas plaire aux coureurs parce que ça va leur faire un truc en plus et tout, mais il y a des mecs qui apparemment font des airbags pour cyclistes qui font 400 grammes. J'imagine que ça te gêne pas beaucoup quand même. Et puis ils vont le porter quelques semaines et ils vont être habitués. C'est exactement comme le casque au départ, quoi. C'est un truc en plus, mais t'imagines un airbag. Si c'est autorisé pour tout le monde, c'est 400 grammes que tout le monde prend en plus, donc t'auras pas de désavantage par rapport à ton adversaire. Et après sur les tenues, c'est pareil. Aujourd'hui, je prends juste il y a 15 ans, les mecs, ils avaient des maillots quand même, c'était comme un t-shirt qu'on a là, tu vois, en coton. Ça, c'était pas une protection incroyable. Mais aujourd'hui, tu te dis comment ils faisaient parce que ça tient chaud quand même. Oui, ça tient peut-être chaud. Mais en tout cas, ça les protégeait un petit peu en cas de chute. Ils avaient pas tout de suite le maillot déchiré, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, la moindre chute, c'est ta peau qui prend parce que les maillots qu'ils ont, c'est plus des maillots, ça fait 1 millimètre le truc. Donc, c'est normal que s'il y ait pas de règles, ils aillent toujours plus loin dans la performance, toujours plus fin, toujours plus aérodynamique, etc. Mais mettons des règles, forçons-les à faire des maillots d'une certaine épaisseur, de certaines matières, pour que quand ils tombent, ils finissent pas dans cet état-là, voilà, tout simplement. Donc je sais pas s'il faut implémenter l'airbag obligatoire pour tout le peloton dès la semaine prochaine. Je sais pas s'il faut tout de suite dire allez, faites-nous des maillots de 3 cm d'épaisseur en Kevlar, mais il faut faire quelque chose à mon sens sur les tenues aussi, et ça doit pas être oublié dans la réflexion globale. Voilà, il y a plein d'éléments qu'on a abordés. On en oubliera sûrement. Je pense notamment à la taille des guidons qui sont de plus en plus petits et certains disent que ça empêche de la maniabilité. Il y a aussi le centre de gravité des coureurs qui est énormément sur l'avant de la fourche et ça a changé par rapport aux dernières années. Ce sont des évolutions techniques qui sont pointées du doigt. Mais c'est le nombre de coureurs encore, on l'a déjà fait. Faites comme Van Der Poel, son centre de gravité bien stable. Il a pas mal aux mains quand il finit Paris-Roubaix, donc on sent qu'il est pas vers l'avant. Lui, ça c'est sûr. Voilà, donc peut-être que il y a plein d'éléments, vous pouvez en parler. Il faut faire un cadre, il faut que les équipes, les constructeurs, tout le monde puisse innover dans un cadre réglementaire. Les constructeurs se sont rassemblés suite à ce qui s'est passé au Pays Basque pour discuter justement des évolutions. Pour le moment, on n'a pas d'infos sur ce qui s'est dit, mais en tout cas, ils se sont parlé. Et puis, on voit bien que quand Christian Prudhomme propose lui aussi des solutions, l'UCI, Christian Prudhomme, ASO et les organisateurs de courses ont envie que ça change. On verra si la volonté est suivie d'effets et de véritables solutions. N'hésitez pas à discuter de tout ça en commentaire sur YouTube, sur la chaîne FT Sport, les amis. Quant à nous, on passe aux bonifications. C'est parti. Les bonifications, on va parler de Lenny Martinez et de la Groupama FDJ parce que forcément que Lenny Martinez... on voulait parler de plein de trucs, Joseph, en vrai, et vu qu'on est un peu en retard, on va s'occuper de Lenny Martinez parce que c'est le dossier qui fait parler tout le monde en ce moment. On parlait de Pidcock et des Van Dijk exactement. plus tard. Moi, je voulais juste dire que Tom Pidcock m'a étonné sur Paris-Roubaix, qu'il est de retour, que c'est cool parce que vu son poids, c'est étonnant de le voir à ce niveau et surtout vu sa forme. Je l'attends sur les Ardennaises particulièrement. Et Robin, t'étais plutôt étonné par les frères Van Dijk qui, malgré plein d'absents chez la Visma Lease Bike, ont tenu un sacré rang. Donc, ce sont deux frères, deux jumeaux qui sont à suivre prochainement. Ouais, le fait qu'il y ait autant d'absents, ça leur a permis peut-être une petite découverte. Voilà.
Donc voilà pour ces trois hommes dont on voulait parler. Lenny Martinez donc et le Team Groupama qui font parler parce que Lenny Martinez est en fin de contrat et est annoncé chez Bahrain Victorious qui lui a proposé 2,5 millions par an sur son prochain contrat et donc la Groupama aurait fait une contre-proposition qui pour le moment n'a pas reçu de réponse de la part de Lenny Martinez. On le rappelle qu'en ce moment les coureurs peuvent... un peu plus d'1 million la contre-proposition. Ouais, il a pas selon le Parisien, donc il y a quand même une grosse différence entre les deux, quoi. Voilà, et donc Marc Madiot est forcément assez agacé de cette situation. On rappelle qu'en ce moment les coureurs ne peuvent pas signer officiellement. Apparemment il y aurait un accord verbal entre Lenny Martinez et entre l'agent de Lenny Martinez et la direction sportive de Bahrain Victorious pour au 1er août annoncer officiellement potentiellement la signature de Lenny Martinez là-bas. Mais Paul, évidemment que ça fait polémique parce que c'est une des pépites du cyclisme français qui va chez Bahrain Victorious et ça plaît pas à tout le monde. Non, ça plaît pas à tout le monde pour différentes raisons. Les raisons les principales, déjà, c'est que la Bahrain Victorious est certes une équipe à énorme budget, mais n'est pas une équipe qui performe beaucoup mieux que la Groupama FDJ sur ces dernières années, même si elle a plus d'expérience notamment sur les grands tours, notamment dans les résultats, les top 10, les top 5, même les podiums qu'elle allait chercher sur les grands tours ces dernières années. C'est aussi une équipe qui est très sulfureuse, avec quand même pas mal d'histoires pas très nette, que ce soit du côté de la direction sportive, du staff et même de certains coureurs. On se souvient du Tour de France il y a 2 ans quand même. C'est tous ces éléments qui posent problème, parce que le fait que la Groupama FDJ n'ait pas l'argent pour s'aligner avec les pétrodollars, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est la vie, hein. On va pas reprocher à Marc Madiot de pas donner 2,5 millions d'euros. Bon, ce serait sur sa 3e année de saison. Je pense qu'il prendra pas ça sur sa première. On en parlait avec Robin ce matin, je pense qu'on sera plus autour du million sur sa première année, peut-être un peu moins. Mais sur contrat progressif. Mais avec un contrat progressif et sa dernière année de saison qui serait à 2,5 millions d'euros. On peut pas reprocher à Groupama de pas s'aligner avec ça face à un coureur qui, et on le voit notamment dans son choix d'aller vivre en Andorre dans les prochaines semaines, les prochains mois, a fait le choix de l'argent. Et ça encore, j'ai aussi du mal à lui reprocher, étant donné que la carrière d'un coureur cycliste est courte, la carrière d'un coureur cycliste est aléatoire. On le voit quand même très bien avec notamment le débat qu'on vient d'avoir, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Aussi, je n'irais pas faire le procès d'un jeune coureur qui veut assurer son avenir et celui aussi de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est un choix qu'il décide de faire. Le problème que j'ai moi plus avec ça, c'est plus... de un, le côté sportif avec une Bahrain Victorious qui va devoir se réinventer avec certains leaders de plus en plus vieux. Je pense à Damiano Caruso, je pense à Pello Bilbao. Alors on a du Tiberi qui grimpe, on a du Buitrago, on a encore Jack Egg qui est dans ses bonnes années, mais ils ont quand même besoin sportivement de progresser, notamment sur les grands tours, et Lenny Martinez va faire partie de ça. Et puis il y a ce côté aussi sulfureux qui me pose aussi un peu problème du côté de la Bahrain Victorious. Robin. Ouais, je pense que ce qui fait mal au public français aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de Lenny Martinez, qui est vraiment une pépite comme on en a pas eu depuis longtemps en France, un grimpeur vraiment très très talentueux, et tout le monde s'est dit, ça y est, en plus on a eu la retraite de Thibaut Pinot il y a quelques mois, on a Romain Bardet qui est sur la fin de sa carrière, qui a passé l'hiver à dire notamment qu'il savait pas s'il allait continuer bien longtemps, et donc tout le monde s'est empressé de se mettre derrière Lenny Martinez. Voilà, c'est notre nouveau champion, on va le supporter à fond, et que tout de suite comme ça ils partent dans une équipe étrangère pour un salaire mirobolant, et comme le dit Polo, une équipe en plus sulfureuse. Forcément ça fait mal à tous ces fans français qui s'étaient mis derrière lui en pensant avoir le successeur de Thibaut Pinot. Voilà, en gros j'ai l'impression que c'est plus le côté sulfureux de la Bahreïn qui pose problème, parce c'est que les deux. Après, une question d'argent, la Groupama n'est pas non plus à plaindre par rapport à la Bahrain Victorious. On parle pas d'équipes qui ont des différences de budget démentielles. x2 quoi, non? Non, pas x2. La Bahrain est à 25, Groupama est à 20. Bahrain est à 25. Donc on est sur des équipes qui ne sont pas loin. Après, il y a des problèmes de charges aussi. Les cotisations sociales, les charges. La Bahrain va donner 6 millions à Lenny Martinez en 3 ans. Elle donnait 2 millions à Thibaut Pinot en fin de carrière l'année dernière. Après, Groupama, tu veux dire? Le Groupama. La Bahrain va donner 6 millions à Lenny Martinez sur 3 ans, donc à 2 millions de moyenne par an, là où 2 millions c'est ce que prenait Thibaut Pinot sur ses dernières années de contrat avec la Groupama FDJ. Il y a un pari incroyable. Après, est-ce que on peut voir aussi
évidemment une raison pécuniaire à la signature d'Aline Martinez chez la Bahreïn, mais quand tu dis qu'il n'y a pas du tout de projet sportif, j'ai pas dit ça. C'est Moi, la raison je trouve qui fait pas un saut, oui, mais passe pas dans une autre catégorie. Il va pas chez UAE, il va pas chez Jumbo-Visma. Hein. J'étais ce que je veux dire. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, pour lui, signer dans une équipe où il sera le centre de l'équipe, contrairement à la... Il est déjà à Groupama, quasiment. Il est déjà Godu, le centre de l'équipe. Attends, sur le début de saison, tu penses dans un an, il reste si David Godu n'est pas là? Je pense qu'il reste. Non, moi je pense que c'est pas lié. Moi je pense que c'est pas lié parce que Lenny Martinez, les résultats vont parler. Je pense qu'ils peuvent vous proposer plus s'il n'y a pas David Godu. Non, parce qu'en termes d'oseille, attends, ils ont perdu Pinot ils ont vu Pinot et Desmar partir l'année dernière. Donc ça a quand même libéré Desmar, je sais pas exactement à combien il était, mais il était à plus d'1 million et Pinot il était à 2. Donc ça a libéré minimum 3 millions dans le budget. Donc s'ils veulent lui donner 2,5 millions à Martinez, pour moi ils les ont. Il faut l'encadrer. Oui, mais Godu, il a déjà son salaire, ça change rien entre 2023 et 2024. Ce que tu veux amener avec, tu peux pas donner des milliers des cents à Lenny Martinez si tu le mets pas. Il l'a encadré David Godu cette année? Bah non, mais Lenny Martinez, il l'encadre pas David Godu. Tu mets les deux ensemble. Il veut peut-être pas être avec lui. Je sais pas, mais je sous-estime cet aspect-là. Je pense que très vite, regarde David Godu, il a réussi à s'imposer dans cette équipe Groupama FDJ malgré la présence de Thibaut Pinot et à devenir le nouveau leader. Lenny Martinez, si David Godu là, en plus David Godu depuis 1 an et demi, c'est compliqué. Lenny Martinez lui cartonne. Il n'y a pas de raison pour qu'il ait pas sa chance sur des. Alors peut-être que pour être leader sur le Tour de France, ça allait pas être pour l'année prochaine, mais il aurait pu faire le Giro en tant que leader. Peut-être qu'on aurait à un bout d'un moment switché, aller Godu au Giro, Lenny Martinez en leader sur le Tour. Moi, je pense que sa chance, il l'aurait eu et que chez Bahreïn, s'ils mettent 2,5 millions par an sur Martinez aujourd'hui, ils vont en recruter d'autres des mecs. Et il aura une concurrence aussi chez Bahreïn. Et ça va pas être. J'ai du mal à croire que Bahreïn, ça va être Lenny Martinez FC, tu vois. Est-ce que pour revenir sur ce truc Groupama Bahreïn, déjà la concurrence chez Bahreïn, il l'a déjà. Santiago Buitrago en ce moment est l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Antonio Tiberi a montré des choses que je n'attendais pas, le méchant bagarreur de chat, drôle de garçon certes, mais qui pour le coup fait un excellent début de saison aussi. Il va avoir de la concurrence même pour un poste de leader. Alors qu'à Groupama, t'es quand même dans un giron qui connaît bien les grands tours, qui a quand même cette appétence pour les grands tours, qui arrive à faire des bons résultats. On se souvient quand même que Thibaut Pinot fait 5e du dernier Giro, que David Godu fait 4e du Tour de France il y a 2 ans. C'est aussi des. Mais est-ce qu'on serait pas tombé sur dans Groupama lequel tu peux faire des performances en grand tour. Est-ce que c'est légitime de donner 2 millions à Martinez aujourd'hui? T'es Groupama, même si t'as l'oseille. Est-ce que c'est légitime de donner 2 millions à Lenny Martinez pour le garder? Ah bah je sais pas, il y a pas de légitimité dans les contrats que tu offres. Tu payes le talent après. On est sur une nouvelle ère. Il est surpayé là, il va être surpayé chez Bahreïn. Faut pas déconner. Il va être payé comme Vingegaard. Vingegaard, il touche 2,5. Bah si, il va avoir le même salaire que Vingegaard, qui a gagné 2 fois le Tour. Évidemment qu'il est surpayé. Il n'y a pas 3 équipes qui proposent la même chose. Tu sais pas. Mais s'il y a 3 équipes qui sont prêtes à surpayer, ça n'empêche que c'est surpayé. Mais c'est quand même surpayé. C'est toi qui estime ça. Le salaire d'un mec qui a gagné 2 fois le Tour. Ça va dépendre de ce qu'il fait sur ces 3 années. S'il gagne une Vuelta et un Giro, ça marche pas comme ça. S'il gagne une Vuelta et un Giro, il sera pas surpayé. T'es pas payé sur la projection de ce que tu vas faire. T'es payé sur ce que t'as fait. C'est le cas avec les jeunes coureurs que tu surpayes. C'est comme les mecs du AE et de Jumbo qui blindent des mecs jusqu'à 2027, 2028. Il les blinde, mais il touche pas 2,5 millions par an Del Toro. Ouais, mais bon, ils sont actés jusqu'à 2028. Oui. Donc tu payes sur la longueur, tu payes pas sur les 3 ans, mais tu payes sur la longueur. Tu peux pas me dire que le mec il va toucher le salaire de Jonas Vingegaard qui a roulé sur les 2 derniers Tours de France et que c'est normal parce que c'est un gros talent. Non. Est-ce que, pour terminer là-dessus, quelle est la différence entre le choix de Lenny Martinez de rejoindre la Bahreïn Victorious et le choix de Christophe Laporte de rejoindre la Visma Lease a Bike? Le projet sportif de Christophe Laporte à la Visma Lease a Bike, il me paraissait plus limpide. En second couteau derrière Wout van Aert dans un groupe flandrien qui commençait à se construire et qui commençait à performer de manière assez importante, avec des opportunités sur des sprints massifs ou sur des étapes de course d'un jour, comme on l'a vu sur Paris-Nice, comme on l'a vu sur Gand-Wevelgem, ouais, chaque fois je les confonds. Le projet sportif, et d'ailleurs la preuve, c'est que depuis 2 ans, moi c'est exactement comme ça que je voyais la carrière de Christophe Laporte chez Visma Lease a Bike, enfin chez Jumbo Visma. Là, moi encore une fois, je reviens là-dessus. Pour moi, il n'y a aucune assurance que sportivement, la Groupama FDJ t'apporte plus sportivement
que ce que va t'apporter la Bahrain Victorious, avec en plus le côté sulfureux que tu rajoutes au côté pétrodollar, parce que ça aussi en France on n'aime pas, il faut se le dire, je suis fan du PSG, je sais de quoi je parle, côté pétrodollar plus côté équipe sulfureuse avec beaucoup de zones grises de dopage autour du staff et de certains de ses coureurs. Ça fait beaucoup, voilà, pour le public français, je pense. Pour moi, la différence avec Laporte, c'est surtout que Laporte part, je crois, à 27 ans à la Jumbo-Visma à l'époque, en ayant fait plusieurs années pleines chez Cofidis et en ayant montré certaines choses. Tout le monde avait était à peu près d'accord sur le fait que pour passer un cap, il fallait qu'il parte, alors que Lenny Martinez le fait beaucoup plus jeune. Et la deuxième chose, c'est que Christophe Laporte, il avait pas, je pense, la popularité d'un Lenny Martinez, derrière qui, je le redis, mais encore plus après la retraite de Thibaut Pinot, tout le monde s'est mis dans un train Lenny Martinez pour le supporter à fond, et j'ai l'impression que les gens se sentent un peu trahis, quoi. Voilà. Alors est-ce qu'ils ont raison de se sentir trahis, c'est un autre débat, mais il n'y avait pas ce sentiment pour Laporte. S'il se bat avec Vingegaard et Pogacar sur le Tour dans 2 ans pour le gagner, on en reparlera. C'est sûr qu'il sera attendu au tournant, Lenny Martinez. Mais c'est intéressant de voir comment le public français, s'il performe, comment le public français va l'accepter. Là où on a accepté Laporte, mais on a accepté Lafitte, mais pas de la même manière qu'on a accepté les performances d'un Thibaut Pinot, par exemple, ou d'un Romain Bardet. Donc, ça dépend de qui on parle. Hein. Les gens qui sont au courant du salaire que va toucher Lenny Martinez, c'est les gens qui sont très renseignés, les gens qui lisent vraiment tout ce qui se fait sur le vélo, les gens qui sont au courant du côté sulfureux de la Bahreïn, c'est aussi les gens qui se renseignent beaucoup. Et le grand public qui regarde le Tour de France, quand ils vont voir Lenny Martinez potentiellement sur le Tour avec le maillot de Bahreïn, ils y verront sans doute aucun problème. Dites-nous dans les commentaires si ça vous choque ou pas et les raisons de votre avis, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Robin d'avoir été avec nous. Merci Paul d'avoir été avec nous. Merci à la régie, bien évidemment, à Aymen et à Léo. On vous le rappelle, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le YouTube de la FT Sport. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 semaines pour le débrief de Liège-Bastogne-Liège. Ciao les rouleurs, gros bisous. Ciao.